Et ce soir, donc, nous recevons monsieur Lin Jong, qui, est de l'association des Chinois résidents en France. On fait un gros travail, en fait, depuis 30 ans, pour faire en sorte que, la chute du mur puisse signifier, paix internationale et coopération internationale. Vous êtes, vous avez sûrement vu, que l'OTAN persiste, que les discours, d'une guerre et d'un conflit, inévitable sont, légion parmi, les économistes, les diplomates et politiques occidentaux. Ça n'a pas traîné dans l'administration Biden, dès la première rencontre avec, le ministre des Affaires étrangères chinois et le ministre des Affaires étrangères, américain, c'était directement la les provocations et cetera. Donc, forcément dans ce risque de guerre réelle, dans cette, guerre économique réelle il y a une chose importante, c'est donc la guerre, de l'information, la propagande, comme on voit à chaque fois qu'un conflit est voulu être légitimé. La propagande fait son œuvre, donc pour mieux, faire notre avis et comprendre ce dans quoi on marche, dans ce début du 21e siècle, on a donc invité, Sacha Linjung pour, débattre de ce qu'est, la réalité de la Chine, ce qu'est, son système et ce que sont ses ambitions pour, elle-même et pour le monde. Donc, techniquement, en fait, on distribue la parole. Il y a un chat conférence, le salon textuel dans lequel vous pouvez, poser vos questions à l'écrit et on vous passera la parole, au fur et à mesure et cetera. Donc voilà, surtout, posez toutes les questions que vous avez en tête et puis, on fera en sorte de poser les plus intéressantes et puis voilà. Mais donc merci Sacha d'être, venu ce soir, et si tu voilà, si tu veux en dans le temps que tu veux, 5-10 minutes, moins ou plus, dire déjà ce Oui, que tu veux, nous dire par rapport à tout ça, c'est possible. Voilà. oui, très bien. Merci Rémi, en tout cas, merci de m'avoir invité. Le contexte, tu l'as posé, et c'est rare, de pouvoir, discuter de ces sujets qui sont extrêmement sensibles. Alors pour ma présentation personnelle, j'ai agi, j'œuvre contre le racisme anti-asiatique, on peut dire depuis 2009, depuis la création, de l'association des jeunes chinois de France, qui, aujourd'hui, est partie civile dans un procès, contre des tweets appelant à agresser chaque Chinois. Donc on en est là et et ce combat, contre le racisme anti-asiatique, heu, m'a amené à, comment dire? Heu, connecter cette lutte avec, heu, de la géopolitique, parce que, aujourd'hui, on le voit de manière assez évidente, les tensions, économiques entre la Chine et les États-Unis et accessoirement l'Europe, heu, sont, sujets à la propagation de rumeurs, de dénigrement vis-à-vis, de la Chine et qui a pour conséquence directe, évidemment, heu, du racisme, à l'égard, des Chinois et donc de toute la population asiatique. On a vu toutes les vagues d'agressions, aux États-Unis, dans tous les pays occidentaux, en Australie, en Europe également malheureusement et donc aujourd'hui, bon, je suis ravi de pouvoir, présenter un peu, ma vision sur cette puissance émergente, dite émergente qu'est la Chine, qui est, destinée à devenir la première puissance économique mondiale, pour essayer de désamorcer un peu, heu, toutes les craintes et les doutes qu'on peut, projeter sur, ce chamboulement de l'ordre mondial. Donc je serai ouvert à toutes les questions, bien sûr,
j'aimerais, qu'on aborde, toutes les questions, qui pourraient être posées, heu et puis, voir ce qu'on peut faire nous, en tant que Français, heu, d'origine chinoise ou pas, en tout cas tous ceux qui veulent œuvrer pour, un monde de coopération, doivent et ont la responsabilité, de s'impliquer et puis, de prêcher, de ramener un peu de rationalité et de vérité dans aujourd'hui cette guerre, de l'information comme tu l'as évoqué, Rémi. Voilà, je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Alors les questions vont encore arriver, mais à la D'accord. limite si, je vais en profiter déjà parce que j'en ai quelques-unes. Mais parce qu'il y a donc quelque chose qui est à l'agenda de la Chine, qui sont des grandes dates et notamment 2049. Hem, il y a eu, si je me plante pas en 2020, l'étape qui a été franchie de mettre fin à la misère en Chine, donc qui a été concrètement le fait de sortir en une quinzaine d'années 800 millions de Chinois de la grande pauvreté. Donc je Mmh. sais pas si tu peux nous donner idée de ce qu'est cet agenda qu'a la Chine, heu, pour son avenir proche? Alors, oui, la Chine doit fêter, a annoncé la célébration de 2 centenaires. Le premier centenaire, c'est, la création, du parti, communiste chinois en 1921, heu qui doit coïncider, et qui coïncide avec, l'objectif d'éradication de la pauvreté absolue en Chine, sur des critères, bien précis. Et un deuxième centenaire, heu, en 2049, donc qui est le centenaire de la création de la République populaire de Chine. Alors, et pourquoi ces centenaires? Si on parle de centenaire, on est obligé d'évoquer aussi, le siècle d'humiliation, qu'a subi, ce qu'on appelle aujourd'hui la Chine, heu, avec les guerres de l'opium et les colonisations, successives de coalitions, impérialistes qui ont vraiment, heu, mis à terre ce qui était, la première puissance mondiale. heu, donc la Chine a subi un siècle d'humiliation, passant de plus grand, empire culturel et économique à, un pays du quart-monde, où les gens mouraient de faim. Et donc, je pense que la politique du gouvernement chinois aujourd'hui est très claire. Elle annonce une une renaissance, heu, dire une renaissance de la civilisation, chinoise, avec un planification, très précise, heu, dont elle a aujourd'hui, les moyens. Donc si on veut préciser un peu, heu, la planifi ces objectifs qui sont encore, des objectifs, mais que de fait, on voit, que la Chine arrive à atteindre. Quand elle a annoncé, quand Xi Jinping, le président chinois, a annoncé, ces 2 objectifs qui étaient, pour son mandat, la lutte contre la pauvreté absolue et la lutte contre la corruption, heu, on aurait pu ne pas le croire. Heu, mais mais, heu, apparemment l'objectif, de ces 2 objectifs heu, on a très grandement été, atteints. Heu, donc on aurait tendance à faire confiance, à la planification chinoise, heu et en 2049, heu, elle, elle prévoit de passer, à une étape, heu, à on a 5 objectifs, qui sont,
une prospérité, heu, non plus une sortie de la pauvreté absolue, mais véritablement une prospérité, globale dans la société, une société harmonieuse, écologique, technologique et très, très surprenant, un dernier objectif, c'est de devenir une démocratie. C'est extrêmement, étonnant si, on s'en réfère, uniquement à l'idée qu'on fait de la Chine, en France et en Occident. Heu, donc est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est une question, heu, à laquelle personne ne peut répondre évidemment, mais lorsqu'on voit la trajectoire, heu, économique et de développement de la Chine, ce qu'elle a réalisé en 40 ans, après l'ouverture par Deng Xiaoping, heu, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, et ça a des caractéristiques, heu, très difficiles à définir puisque, on part d'un d'une idée communiste, en passant par une économie de marché que certains qualifient de ultralibérale, heu et pourtant, elle se révèle que la Chine excelle, sur les 2 plans. C'est-à-dire qu'on a une économie de marché qui, surclasse les les démocraties capitalistes et en même temps qui, lutte de manière efficace contre, la fracture sociale, heu contre l'extrême pauvreté, heu, qui, heu, produit des services publics, qui, heu, crée, toutes les conditions, pour sortir de la pauvreté. Donc heu, moi j'aurais tendance à faire confiance à ce modèle qu'on appelle de socialisme à caractéristiques chinoises que personne n'arrive à définir, pour la simple et bonne raison que, le gouvernement chinois, heu heu, a une doctrine, heu, héritée de de l'ère de Mao qui est de il y a une expression en chinois qui dit, «avancer en tâtonnant les cailloux dans la rivière». C'est-à-dire que dans un courant très fort, heu, chaque pas, est, étudié pour ne pas être emporté, heu et partir à la dérive. C'est-à-dire, heu, c'est-à-dire que c'est un développement extrêmement prudent qui se fait par plans, quinquennaux avec, un objectif, heu, à 15, 30, 50 ans, 100 ans et Est-ce donc qui peut dire ce qui se passera, sur le chemin? Mais en tout cas, c'est le chemin tracé par, le gouvernement actuel et qui a été, heu, initié dès le départ, heu, par la est-ce que création, du parti communiste. il y a des questions qui commencent à arriver. Il y en a une à la limite que je voudrais quand même, te poser là, je te passerai le micro là, Princeps pour d'autres questions, mais juste il pose la question en fait de est-ce que l'association et les actions qu'ils mènent sont soutenues financièrement, matériellement, moralement et cetera par les autorités chinoises? Donc tant qu'à faire, je me dis Alors, que c'est quand même une réponse à une question qu'il faudrait poser. heu pas du tout. Alors pour, l'association, des jeunes chinois de France, elle marche vraiment avec, un minimum de moyens financiers. Ce sont, uniquement des bénévoles, des gens, qui se connaissent même pas, mais qui viennent parce que, heu, ils veulent, lutter contre le racisme tout simplement et pour ce qui est de l'autre association, où je suis responsable du pôle citoyenneté. C'est l'association donc des Chinois résidant en France. C'est une association vieille de presque 50 ans qui a été créée dans début des années 70
et qui marche uniquement sur, les cotisations, des membres. Donc il y a aucun soutien, il y a pas de soutien financier, de la part, de l'État chinois. Heu, il y a, simplement, une des activités, c'est des cours de chinois, où, l'association reçoit des manuels scolaires, en cadeau, de la Chine. Il y a certes un lien avec, heu, l'ambassade, on l'a vu avec, lors de la crise covid, heu, l'État chinois a envoyé dans le monde entier, heu, des paquets, pour les étudiants chinois, pour tous les ressortissants chinois, dans le monde entier. Ils ont envoyé des paquets, avec des masques, du gel hydroalcoolique, parfois des friandises, voilà comme signe de soutien. Mais pour répondre à la question, il n'y a pas de soutien, ni de pilotage, de la part Il y a pas de du gouvernement dépendance, ouais. chinois. Pas de dépendance. OK, OK, OK. Là, il faudra qu'on revienne justement sur toute cette question de la stratégie, chinoise, pour les années qui arrivent. Princeps, je vais te filer la parole, mais il y a ta question là sur la relation entre le gouvernement et les entreprises. Je sais pas si tu as le micro, si tu as un micro pour poser tes questions? Oui, oui, mais enfin, Super. c'est une question un peu, bon, pas triviale, mais qui semble, je pense, importante. Je voulais savoir quel était, si vous pouvez nous présenter le rôle ou l'influence du Parti communiste dans l'activité des entreprises, en faisant peut-être une distinction entre les TPE, les PME et les multinationales. Voilà. Donc en Chine alors? En Chine, évidemment, oui, en Chine. Et pas les entreprises étrangères, parce que j'imagine que ça, c'est encore une autre histoire. Oui. Alors, on va commencer par le plus gros, heu, de ce que je sais, c'est que, heu de 50 à 60, je vais dire 70 des emplois, sont, dans le privé, heu ces emplois dans le privé contribuent, à 50 de, heu, du la la recette fiscale chinoise. Alors le rôle, on sait très bien qu'il y a énormément, d'entreprises, d'État, contrôlées par, le gouvernement. Heu, donc les financements évidemment sont, à la fois, heu, viennent du gouvernement, aussi de fonds, heu, privés, heu pour les entreprises, et puis dans le monde pour les TPE, c'est un peu comme en France, il y a pas d'aide, directe de l'État. C'est vraiment un marché, une économie de marché, où tout le monde est, heu, où il y a une très grande compétitivité, il y a une très grande compétition, vu la masse. Le rôle du gouvernement chinois a surtout été, de créer les conditions pour que, ces entreprises, heu les TPE et les PME, heu puissent, se développer et ainsi aider à lutter contre la pauvreté. Par exemple, il a été, une priorité, pour le gouvernement, par exemple, d'offrir une couverture réseau 4G et aujourd'hui 5G dans toutes les régions de la Chine puisque, c'est grâce à ces réseaux, ce réseau, que, par exemple, l'économie, locale, de vente de produits locaux via les réseaux sociaux, ont pu se développer et ça va avec aussi, le la création, l'innovation du système de paiement, par WeChat ou par PayPal qui peut se faire, heu, avec cette connexion et qui a, vraiment donné l'accès au marché
à des petits producteurs ou des auto-entrepreneurs qui avant n'avaient pas accès au marché, ne pouvaient pas vendre leurs produits. Donc il y a eu vraiment une révolution de l'économie chinoise euh, grâce à ce service euh, qu'on peut dire public via les entreprises de télécommunications. Donc il y a ces deux, il y a ces deux univers, l'univers des sociétés d'État qui essaient de pas trop prendre de place, l'univers des entreprises privées euh, avec le, la prérogative de vraiment privilégier euh, la libre concurrence. Même il y a des sociétés d'État, euh, euh, le Parti communiste a mis, dans l'exemple de Alibaba ou de Wanda, la société immobilière, euh, euh, elle lutte vraiment farouchement contre tout monopole ou concurrence déloyale, parce qu'elle sait pertinemment que euh, c'est la libre concurrence qui crée l'innovation. Donc, Ça, c'est une valeur fondamentale. c'est la raison pour laquelle j'ai perdu le nom du patron de Alibaba là. Jack C'est la Ma, raison pour laquelle Jack Ma. Et c'est pour ça qu'il a été mis de côté pendant un temps là. C'est tout à fait, parce que Jack Ma, avec sa société Ant, qui est une société de, 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 de financement, de crédit, euh, touché à ça. C'est alors, Ant, c'est vraiment un exemple euh, extrêmement. C'est un exemple extrême parce que Ant non seulement s'attaquait au monopole de la banque, c'est-à-dire elle allait toucher des intérêts, elle allait fixer elle-même les taux d'intérêt sur les crédits. Et ça, c'était déjà un motif suffisant pour qu'il soit questionné sur ce sujet et régulé. Et en plus, aller prendre le monopole, le quasi-monopole sur les données personnelles des gens et des entreprises. Que lorsqu'on fait un crédit, on rentre tout plein d'informations et heu, ça donne un avantage quasi inconcurrençable sur le secteur financier. Donc pour ces 2 raisons, heu, la société de Ant on lui a demandé de revoir sa copie et j'ai cru comprendre que Jack Ma, heu, qui avait «disparu» entre guillemets un moment, mais bon, qui avait été recadré, on lui avait demandé de revoir sa copie tout simplement. J'ai cru comprendre que, il était en négociation avec, le gouvernement chinois, heu, pour aider le gouvernement chinois à, créer un système de gestion des données personnelles. Donc, le la c'est on aborde la question du fameux crédit social où, heu, c'est d'abord les entreprises, qui sont, détentrices des données, et l'État est obligé, pour avoir ces données, de coopérer avec, ces entreprises qui détiennent, ces données personnelles. Donc, pareil. l'avenir, n'est pas aussi, binaire qu'on le pense, quoi. Il y a eu un coup de frein sur Ant, mais c'est peut-être, reculer pour mieux sauter. Je sais pas. Il y a Princeps qui voulait quand même demander une précision. Mmh. Oui, parce que dans l'exposé que vous venez de faire, on a un peu du mal à distinguer la place du parti, la place du gouvernement, la place de l'État. Et je me demandais, par pédagogie peut-être, et pour les personnes comme moi qui ne sommes pas très familières avec le système chinois, si vous pouviez un peu introduire la relation qui existe entre le parti, le gouvernement, l'État, et un peu expliquer
comment est-ce que cette gouvernance s'organise et la configuration et le rapport de force entre ces différents corps, si c'est possible? Ouf, là, c'est un peu technique, même pour moi. Qu'est-ce que je peux te dire? Effectivement, la relation entre le parti et le gouvernement, se confond, parfois, heu et j'aimerais faire pour ce une des raisons, est historique, c'est que, le gouvernement, je dirais la République populaire de Chine, heu, a été créé par le parti. C'est-à-dire que le parti est antérieur au gouvernement, ce qui peut paraître, incongru. Donc c'est ce qui explique, pour moi la confusion, qui est de fait, qui existe entre, l'État, et le parti. D'ailleurs, Xi Jinping est le secrétaire, général du parti, et on lui attribue, le rôle de président. Il a les 2 casquettes, heu, État, parti et oui, et gouvernement. Alors, l'État, heu, c'est un peu le tout l'appareil, de gouvernance, chinois, avec une assemblée, avec, heu, orc et avec, plusieurs ministères, heu, avec un vote au sein de l'assemblée, même si le vote, est quasi unanime pour le cas du président actuel. Heu il y a un système de vote, heu et comme le parti, communiste chinois est ultra majoritaire, heu c'est un peu le parti qui gère, qui fait office heu, de 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 gérant du gouvernement et du système. Heu, donc Et là-dedans, l'assemblée, enfin le parlement chinois, l'Assemblée nationale populaire, parce que j'avais vu qu'il y avait quand même toute une représentation de toutes les minorités chinoises et tout ça. Enfin, quel est son rôle? Enfin, il y a une importance à ça, c'est anecdotique, c'est très organisé. Il y a, différents niveaux de représentativité et on part du village jusqu'à, la ville, la province, jusqu'à, les zones autonomes et à chaque niveau, heu, à chaque province est représentée est représentée au parlement. C'est pour ça qu'on a, par exemple, au Xinjiang, des représentants, de l'ethnie ouïghour, heu, qui sont représentés, au parlement. Donc ça n'est pas du tout, anecdotique, c'est une forme de représentativité, je sais pas si on peut dire démocratique, mais en tout cas, il y a une représentativité, géographique. et c'est vraiment cette assemblée qui fait les lois? Ils ont l'initiative, c'est pas juste à faire valoir du parti communiste, C'est que de mon point de vue, c'est encore le parti, il existe plein de courants, bien sûr, différents. Heu, il y a même des pro-démocrates, dans l'assemblée qui sont très minoritaires. Mais il y a une forme de consensus, actuellement, autour du parti communiste, et on le comprend, parce que, heu au vu du succès de ce modèle, personne n'ose, imposer
un autre système. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut paraître un système totalitaire, mais en tout cas, c'est un système qui marche. Donc, le jour où ça marchera plus, peut-être que d'autres voies pourront s'imposer. Mais, comme on dit, heu, en Chine, il ne s'agit pas de savoir si c'est une démocratie ou non. On se demande d'abord si, c'est une bonne gouvernance ou non. Après qu'elle soit, heu, démocratique, heu, ou, par consensus ou, par méritocratie ou que ce soit une plutocratie, heu, c'est c'est confondre le moyen et l'objectif. Heu, donc aujourd'hui, personne ne peut contester la gouvernance du parti communiste parce qu'il y a ce succès. Heu, mais heu, la la constitution, heu, même du système chinois, est, j'ose dire démocratique au sein, du parlement. Sauf qu'il y a une écrasante, il y a presque une unanimité autour du système de gouvernance du parti communiste, qui est en plus, renforcé par, la constitution, heu, chinoise que le président actuel a, heu, remodifié encore pour, renforcer les valeurs fondamentales, à maintenir, qui sont le socialisme, à caractéristique chinoise. Et on reviendra sur toutes les questions, les défis auxquels elle va faire face la Chine, pour elle-même et pour le monde. Heu, il y a juste une dernière question sur cette question du système, politique chinois, de Julie, si tu veux la poser normalement tu dois pouvoir le faire. Je sais pas si ton micro est fonctionnel aujourd'hui? Oui, non, j'ai une question qui me turlupine depuis un moment, depuis pas mal de temps, c'est, savoir, quelle est la différence entre la République qu'avait instaurée, Sun Yat-sen et la République donc qui est née en 1900 et la République populaire de Chine qui est née en 1949. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2 ou pas? Tout simplement, Sun Yat-sen, il est, membre fondateur de la République, sous le Kuomintang, heu, le parti, nationaliste de Chiang Kai-shek. Heu et c'était le parti, rival, du parti, communiste chinois. Donc, à l'issue d'une guerre civile, heu, entre les 2 parties, heu, interrompue par, l'invasion, heu, japonaise, heu et la deuxième guerre mondiale, cette guerre civile, a abouti à un retrait du Kuomintang de Chiang Kai-shek vers Taïwan, l'île de Taïwan et ainsi le parti, communiste, heu, a pu proclamer, la République populaire de Chine en 49. Donc, Sun Yat-sen, fait partie de cette transition entre, la fin de la dynastie, une première, un 1er gouvernement pu, créer, qui n'a pas qui a ensuite subi la plusieurs guerres, et une rivalité avec le parti communiste. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs, républiques, heu et aujourd'hui nous sommes dans l'ère de la République populaire de Chine, créée par le parti communiste. Voilà, petite différence. Allô, Je allô? voudrais quand même ouais, tu m'entends? Oui, allô?
OK, super. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est souvent, vu comme la raison d'un impérialisme chinois, c'est que, pour son développement, ils ont besoin d'être impérial. C'est souvent une réflexion très courte, hein, qui se limite à regarder ce que, l'Occident a fait depuis 30 ans et de se dire: «Bah, s'ils font pas». Et donc aussi bien, il y a nécessité de savoir est-ce que vraiment, la Chine est en train de se donner les moyens de ne pas être impérialiste par, Ouais. des moyens de développement, intérieur, par, tel ou tel type de politique, internationale. Enfin, c'est, Mmh. heu, une chose mais la deuxième chose, c'est qu'il y a une réalité aux défis, que la Chine doit relever pour son propre développement et j'avais notamment souvenir un truc qui me paraissait quand même assez, crucial, qui était le problème de l'eau dans, le nord de la Chine où les nappes phréatiques sont en situation critique depuis un certain temps. Alors peut-être que ça a évolué, mais en tout cas à l'époque, c'était il y a pas si longtemps, c'était quand même critique et donc nécessité de trouver des terres agricoles ailleurs, en dehors de la Chine pour importer de la nourriture et cetera. Et donc voilà, mes 2 questions, c'est ça, c'est qu'est-ce que sont les défis, heu, très concrets que la Chine doit relever et comment elle les relève? Et qu'est-ce qui fera que la Chine, pourra être autre chose qu'impérialiste? Alors la Chine, dans son histoire, c'est toujours appelé l'empire du milieu parce qu'elle attirait plutôt qu'elle ne allait conquérir, des territoires. Heu, déjà dans son je dirais son ADN, il y a pas, cette ambition, impérialiste au sens, colonial, du terme. Elle a plus une ambition effectivement, comme tu l'as dit, heu nourrir, sa population, et de subvenir à ses besoins. Et si expansion, bien sûr, il y a, c'est une expansion pacifique, heu, via, la coopération, alors sur, heu, l'autonomie alimentaire, bien sûr, heu, c'est un des objectifs avec l'Afrique où, la Chine, déploie, heu, beaucoup de moyens pour, heu faire cultiver, exporter importer plutôt heu des denrées alimentaires, heu et aussi par l'autre solution pour, l'autonomie alimentaire, c'est, heu, la technologie, pour un meilleur rendement, d'ailleurs, on doit signaler le décès du père du riz hybride, qu'on peut cultiver, dans l'eau, salée, et qui, a vraiment contribué à, éradiquer la famine, et les pénuries, de riz en Chine. Donc pour dans la vision, que je perçois du dans les discours politiques chinois, il n'y a pas cette, angoisse du manque. Il y a plutôt, que de chercher à s'accaparer des ressources, que ce soit alimentaires ou énergétiques, ou autres. Heu, il y a plutôt, l'idée, de trouver des solutions, durables et innovantes. Heu, Par exemple on a parlé du riz hybride. Pour l'énergie, il s'agit de, développer, des sources, d'énergie, renouvelables, comme l'éolien, la géothermie, heu, l'hydrolien et bien sûr, la fusion nucléaire, qui pourrait régler, énormément heu, qui pourrait régler près une fois pour toutes le problème de l'énergie. J'ai oublié le solaire évidemment. Donc Heu, je crois pas qu'il y a un risque de voir, la Chine, envahir,
tel ou tel pays pour accéder à des ressources. Et ce serait assez simplet de penser ça. Euh, il y a plus visiblement une, une préparation de la Chine à un avenir, comment dire, durable, sustainable en anglais. Euh, et elle investit énormément d'argent. Je crois que c'est sur l'écologie, sur les smart cities. Elle a annoncé pour 2060 qu'elle aurait une empreinte carbone nulle à 2060. Donc on voit bien que euh, le problème de la pénurie, euh, pour la Chine en tout cas, se règle par euh, la transition vers des solutions d'énergie et renouvelable, vers la technologie, et en aucun cas vers l'expansion impérialiste qui est totalement dépassée et qui n'est pas du tout dans l'esprit de la Chine. Il y avait une Allô? question, je ne sais plus qui l'avait posée, mais une question sur la question du nucléaire, du nucléaire, du nucléaire civil et du nucléaire militaire, mais quelle était la part de ça? Parce que c'est vrai qu'en France, on voit notre fleuron nucléaire être largement abandonné depuis des années. Quelle est est-ce que c'est quelque chose d'important en Chine ou pas? Est-ce que tu sais un peu? Alors, je suis pas spécialiste sur la question. Euh, Ok. de ce que je sais, c'est que la Chine aujourd'hui, je crois, hein, est quasiment autonome sur sur la technologie nucléaire après un transfert technologique français, qu'elle construit les centrales de dernière génération euh, sans problème. Je crois je sais pas quelle est la dernière génération de centrales, mais la Chine vient d'en terminer euh, la construction. Est-ce qu'elle mise sur et quelle est la part du nucléaire dans la consommation chinoise? Je ne sais pas. Euh, euh, Elle consomme encore beaucoup de charbon, c'est vrai, pour euh, les industries et puis le chauffage. Euh, mais en tout cas, elle est très orientée sur effectivement le nucléaire. Je crois elle a au moins, je crois elle a plus de centrales en Chine qu'en France. Euh, et moi, je regarde beaucoup, enfin, tous les espoirs vraiment portent sur la technologie de la fusion nucléaire, qui a un rendement euh, qui règle vraiment le problème de l'énergie. Bon, pour le nucléaire classique, c'est tout ce que je peux dire. Ok, ok. En tout cas, alors, juste là, vous inquiétez pas, juste j'ai plus les questions en fait en vue. Là, je suis passé sur mon téléphone et j'essaie de régler mon problème avec l'ordi. Donc excusez-moi si je pose pas les questions que vous posez, je vais régler le problème. Mais sur la question de l'impérialisme, on avait publié un article il y a quelques temps sur un rapport qui avait été fait, je crois, par le cabinet McKinsey, si je ne me plante pas, qui s'appelait La danse du tigre et du dragon, je crois, sur la présence chinoise en Afrique, et qui était intéressante en montrant comment est-ce que il y avait une évolution dans le fait que la Chine qualifiait de plus en plus les employés d'origine africaine, et qu'ils faisaient de plus en plus partie des cadres des entreprises sur place. Enfin, en tout cas, ça cassait en fait les préjugés qu'on peut traîner en fait sur la présence chinoise dans le commerce international. Et par rapport à ça, il y a cette question d'une nouvelle route de la soie, parce que c'est quand même un gros chantier que Cheminade et que nos amis dans le monde ont défendu dès les années 90, de dire il faut une coopération réelle dans le développement
de toutes les nations entre l'Ouest et l'Est et réactualiser ce qu'étaient les routes de la soie. Et donc l'Europe, ne l'a pas fait, est restée sous l'aile de l'OTAN dans un libre-échange, économique absolument, stérile et destructeur. Et la Chine, alors si je me plante pas, c'est en 2014 que Xi Jinping a fait son discours pour lancer ce projet des nouvelles routes de la soie. Ma question c'est est-ce que, en Chine, dans la population chinoise, l'enjeu des nouvelles routes de la soie et de ce que ça implique en fait comme enjeu politique, comme résolution politique à la guerre et au conflit, est-ce que c'est quelque chose qui est communément compris? Est-ce que c'est réservé en fait aux gens qui sont dans les domaines économiques que de connaître les nouvelles routes de la soie? Ouais, c'est ma question. Ouais, ouais, je vois l'angle. Les nouvelles routes de la soie sont, je crois, une priorité nationale et qui est imposée euh, aux entreprises chinoises, aux investisseurs. C'est vraiment une priorité. Euh, un exemple, lorsque lorsque le Xi Jinping a lancé sa lutte contre la corruption, énormément de riches chinois, plus ou moins corrompus, euh, ont voulu fuir la Chine et ont opéré à une immense évasion de capitaux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ça qui a fait exploser le Bitcoin. Euh, et et dans ce mouvement d'évasion monétaire, un patron considéré comme l'homme le plus riche de Chine à l'époque voulait changer de nationalité et mettre quelque chose comme 700 millions d'euros à la City à Londres pour un projet immobilier. Il avait liquidé ses parts, ses actions, et il a été recadré tout de suite. Et je me rappelle qu'il y a eu une circulaire qui a, qui a, qui a été lancée pour recommander vivement aux entreprises, aux entrepreneurs d'investir sur les nouvelles routes de la soie et d'éviter tout investissement étranger sur des projets qui ne, qui ne semblaient pas prioritaires. Donc, ça montre bien l'orientation et la conscience que les Chinois peuvent avoir sur l'importance déjà des nouvelles routes de la soie pour le gouvernement. Mais au-delà de ça, est-ce que les Chinois ont conscience de, de, de l'impact à long terme d'un tel projet d'infrastructure, de connexion? Bien sûr, je pense que le grand public est forcément moins impliqué parce qu'il n'est pas directement partie prenante, mais je pense quand même qu'il y a une conscience générale que effectivement les nouvelles routes de la soie constituent en quelque sorte le projet de coopération mondiale par excellence. C'est un symbole à la fois euh, bien sûr économique, mais c'est aussi un symbole de ou en tout cas les premières pierres de l'édifice de la coopération mondiale qui est caractérisée ou qui est formulée comme étant
comme par exemple la communauté de destin dont parle souvent, on entend souvent dans les discours présidentiels, la communauté, le destin commun de l'humanité ou la communauté de destin, c'est une vision, c'est un discours global, c'est un discours inclusif qui invite le monde entier à coopérer sur les projets d'infrastructure. C'est d'ailleurs comme ça que le projet des nouvelles routes de la soie a démarré en invitant tous les chefs d'État du monde entier. Seuls quelques États ont refusé euh, pour des raisons politiques, stratégiques et une divergence de vision du monde. Mais oui, je crois que les Chinois ont conscience de ça et ont vraiment envie de, de s'ouvrir au monde et puis de refaire, de réintégrer la communauté euh, mondiale après presque euh, 150 ans d'humiliation et de travail acharné. Euh, euh, si, je crois que ça, c'est partagé par euh, très, très unanimement par la population Mmh. chinoise, cette conscience qu'il faut qu'ils ils peuvent à nouveau euh, obtenir le respect de la communauté internationale et retrouver un statut euh, qui était celui de l'empire du milieu il y a plus de 200 ans. Donc oui, il y a cette Ouais, culture présente et donc forcément oui, le lien est très vite fait avec les nouvelles routes de la soie. ouais. Parce que ça, c'est, enfin, en miroir, c'est pas du tout on le voit de la part des Européens et des Occidentaux en général, ça traîne des pieds pour ce qui est de travailler sur ces nouvelles routes de la soie. Il y avait cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Chine qui avait été passé, enfin, qui avait mis 7 ans à être signé en décembre dernier pour être au final annulé un mois ou deux. Et on voit aussi des discours extrêmement hostiles aux routes de la soie chinoises pour dire il faut des routes de la soie occidentales. Donc il y a de la part des élites occidentales un refus de ce retour de la Ouais, Chine. Et juste, il y a une question qui, je pense, en fait, est très liée. En fait, les routes de la soie passent par là-bas. C'est Garcia Wong, en fait, qui pose la question et j'arrive pas avec mon téléphone, je sais pas comment faire pour donner la parole à Garcia Wong, mais juste, en fait, elle pose la question. Merde, j'essaie de le retrouver. Je prépare actuellement une conférence sur la situation au Xinjiang. Quelle est ta position et ton analyse de la situation telle qu'elle est racontée en Occident? sur le Xinjiang, Ouais, ouais. je pense toute la question ouïghour et tout ça, hein. Alors, Petite question. c'est la polémique du moment. D'un côté, on dépeint qu'il y aurait un génocide ethnique, euh, une, des viols, de la torture, euh, et, euh, et le monde s'indigne. C'est normal, c'est logique, on est obligé de s'indigner. Et lorsque euh, on se penche sur la question, on voit que le, la réalité de ce qu'on voit au travers des retours de Ouïghours sur les réseaux sociaux, de vlogueurs occidentaux qui se rendent au Xinjiang, euh, même d'amis qui se rendent au Xinjiang. Beaucoup. Je- J'ai un ami qui est parti là-bas pour essayer de vérifier certaines choses, mais on a suffisamment d'infos qui viennent aujourd'hui au travers des réseaux sociaux.
et qui ne colle pas du tout avec le discours alarmiste, génocidaire de- dans la bouche des politiques, euh, surtout américains, et qui contaminent aujourd'hui l'Europe et qui brouillent les relations entre l'Europe et la Chine. Donc, après 3 ans, on va dire, de martelage de ce génocide, aujourd'hui, j'affirme, j'affirme qu'il n'y a pas de génocide. C'est tous les soi-disant rapports qui attestent qu'il y a un génocide ont tous des conflits d'intérêts financés par euh, euh, des sociétés qui sont dans l'armement, qui ont un lien avec euh, les mouvements islamistes. Euh, donc il y a il y a aucun témoignage ni rapport euh, qui soit vérifiable ou même fiable. Et au contraire, je crois que s'il y avait une preuve, on l'aurait déjà eu. Pour l'instant, ça fait 3 ans que ça dure. Ce ne sont que des rumeurs. Et aujourd'hui, on voit on voit parfaitement que ceux qui dénigrent ont un conflit d'intérêts. Et euh, soit dans le but de contenir le développement chinois, soit dans le but d'attiser l'influence extrémiste religieux dans la zone qui touche la Turquie, l'Afghanistan, la Syrie, où on a vu les Ouïghours être recrutés par Daesh pendant la crise syrienne, et qui aujourd'hui seraient des pauvres, des gentils opprimés. Tout ça, on voit bien que ça colle pas. La seule grille de lecture pour moi qui permet de comprendre tout ça, c'est tout simplement une stratégie de propagande visant à affaiblir euh, la Chine. C'est mon point de vue. Je sais pas parce que Benjamin posait une question par rapport à ça. Je sais pas si t'es comblé par la réponse ou si tu as une précision donnée. Parce Benjamin avait avait fait un Discord avec lui sur la question justement Ouïghour il y a un mois. Je sais pas si Benjamin, tu as quelque chose à. Toujours la donner. Non, ce que je peux dire, et je pense qu'il y a certaines personnes qui suivent ici qui sont au courant, c'est que en fait les rapports d'origine de ça en fait sont liés à Adrian Zenz qui est un membre de la Fondation pour les victimes du communisme. Et pour vous donner une idée de l'objectivité de cette fondation, en fait, ils ont classé les morts du Covid, les personnes qui sont mortes du Covid-19 dans le monde à l'heure actuelle, ils les ont classés dans les victimes du communisme récemment. Pour vous donner une idée des méthodes et du type de méthodes qu'ils utilisent. Et en fait, notamment, sa méthode d'analyse ne tient ni au niveau démographique, ni au niveau même de sa compréhension de la langue chinoise, ce qui est quand même pas mal un problème. Et en fait, et lui-même a une étiquette politique en cela qu'il est très proche des milieux néoconservateurs, ce qui est le cas de cette fondation d'une manière générale. Et Ouais. est-ce que tu as une question au Benjamin ou pas en fait? Bah en fait, Sinon, moi non, c'est pour ça. j'avais pas posé de questions sur les Ouïghours. En fait, j'avais posé une question sur la philosophie de gouvernement, le Tianxia, mais c'est pas grave. Ouais, ça, on va je pense pouvoir l'aborder après. Alors, il y a différentes questions sur, notamment justement, il y a de nouveau Garcia Wong. Alors, d'ailleurs, maintenant que j'ai retrouvé mon ordi, Garcia Wong, si tu veux prendre la parole, est-ce que tu voulais compléter ta question? Je Est-ce pense que ça qu'on peut être intéressant. m'entend? Ouais. Et si tu veux d'ailleurs D'accord. poser une autre question par rapport à l'action Ouïghour, c'est l'occasion. Alors oui, moi je prépare une conférence sur Xinjiang.
justement pour démystifier ce mythe du génocide. Du coup, ma première question, Sacha a répondu à ma première question. Et je prépare également un documentaire sur le racisme anti-asiatique, et plus précisément anti-chinois, produit par les mensonges sur Xinjiang, sur le Xinjiang. Est-ce que tu l'as personnellement vécu, ou est-ce que tu connais d'autres personnes asiatiques l'ayant vécu? Je voulais préciser, puisqu'on a parlé du fasciste évangéliste Adrian Zenz, c'est un anthropologue hem, allemand qui vit aux États-Unis, qui est membre de la Fondation des victimes du mort du communisme, dont Benjamin a rappelé que leur méthode était fallacieuse, puisqu'ils comptent même les morts du Covid comme étant des morts du communisme. Heu, Mmh. je je voulais préciser il n'est pas membre enfin, il est membre de cette fondation, mais il y est également chercheur. Donc, heu il prétend avoir des méthodes scientifiques qui ne relèvent absolument pas de la science, et dans ma conférence, je débunkerai justement ces méthodes, qui sont, contredites partout, par toute personne sérieuse, sachant que la population ouïghour est passée j'ai pas les chiffres parce que j'ai pas mes notes, mais de 5,5 millions à environ 11 millions. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et c'est un homme qui, par ailleurs, contrairement à moi, je suis traducteur, qui n'arrive pas à analyser la situation, du fait de sa non-compréhension de la langue ouïghour et du mandarin. Voilà, c'est tout pour moi. Mais ouais, Sacha, ouais, vas-y. Oui, moi je voulais féliciter, Garcia Wang et Benjamin Bach, de leur intégrité intellectuelle. C'est ce qui manque beaucoup. Il faudrait que on ce genre de voix, soit plus entendue. Heu, donc je les encourage, vivement, dans leur démarche. Moi-même j'essaie de me faire entendre un peu, et de faire entendre un peu plus de rationalité, dans ce monde de fake news. Malheureusement, ça n'a pas empêché, effectivement d'influencer les décisions politiques, parce que, il y a et j'ai dans ces cette problématique de la guerre d'information, heu, quelque part, je sais pas si vous êtes d'accord, heu, la vérité, est secondaire. J'ai l'impression que comme pour ce qui a été de, l'invasion de l'Irak, ou de la Syrie, il suffit de d'indigner, heu, suffisamment de personnes pour, justifier, une intervention militaire. Peu importe la Heu vérité. heu On l'a vu, maintes et maintes fois. Donc, heu, autant j'encourage à répandre, des informations réelles, autant je me dis: ça n'empêchera pas, heu, le mécanisme de machine de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis tout à fait d'accord. Par ailleurs, je précise que ma conférence sera je répondrai ensuite, enfin, je rajouterai deux trois trucs ensuite. Je précise que ma conférence sera en direct sur le Discord du centre Mayakovsky, et sera rediffusée, ou peut-être aussi en direct et rediffusée ensuite sur la chaîne YouTube du centre Mayakovsky, qui est un centre de formation marxiste-léniniste. Je précise directement que je ne suis pas spécialement objectif, et je ne suis pas affilié avec le gouvernement chinois, mais je suis plutôt sympathisant. Ensuite, Mmh sur mh. la guerre de l'information, c'est, heu, les médias, je suis ancien journaliste. Heu, les médias fonctionnent, les médias occidentaux, j'entends,
par la stratégie, je dirais, la stratégie de Goebbels, c'est-à-dire un mensonge qu'on répète plus de 10 000 fois devient la vérité. Donc par Mmh. conséquent, sur la question en particulier du Xinjiang, mais on l'a vu, également pour, la la prétendue invasion du Tibet et les problèmes qu'il y a eu au Tibet en 2008, les gens ne cherchent pas la vérité, et ils ne peuvent pas la chercher parce qu'ils sont aliénés par une presse, qui est financée à 95 par des financiers atlantistes, heu et hem et de toute manière, lorsqu'on dit directement que les Ouïghours, par exemple, on va prendre cet exemple-là, sont victimes de génocide, l je n'arriverai certainement pas à faire changer beaucoup de personnes de monde, à faire changer la vie de beaucoup de monde. Puisque de toute façon, maintenant, on voit que ceux qui essayent de déstabiliser la Chine, heu, peuvent sortir des mensonges de plus en plus gros, sans être contredits. C'est-à-dire Alors ça, qu'au début, mmh. on était au début, par exemple, à 1 million de Ouïghours dans ce qu'ils appellent des camps de concentration. Ensuite, on est passé à 2, à 3, à 4, à 5 Mmh. millions et désormais, il y en a même qui disent 9 millions, c'est-à-dire plus, quasiment la totalité du peuple ouïghour, quoi, à 3 millions Ouais, près. Donc ouais. et les gens continuent à y croire et continueront à y croire parce que tant qu'on leur martèle tant qu'on leur dit: «Un peuple, d'une minorité ethnique dans un pays qui est multiethnique, est victime de persécutions», on l'a tellement martelé à ces gens-là, qu'ils ne peuvent plus avoir de raison objective. Moi, j'ai reçu des menaces de mort, par Non, exemple, ouais, mais de par mes mmh. positions, tu vois? Ouais, mais enfin, c'est là où ça tient pas, c'est que je veux dire, tu la preuve du contraire et que les gens qui ont une lecture critique de la propagande sont la preuve du contraire. C'est que, la question essentielle, c'est le mobile. La question, c'est pourquoi, Oui, les Chinois feraient ça? Pourquoi Bachar al-Assad irait gazer son peuple? Pourquoi? Et le grand problème, la pire propagande, c'est heu pas ce qui est dit. heu, La pire propagande, c'est ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est la vérité qu'un Assange, a essayé de faire connaître. Et surtout, c'est les projets qui sont dans notre propre intérêt de population occidentale et qui sont d'intérêt commun avec les Chinois. Et c'est ça le véritable critère, c'est celui-là, c'est que si on avait une population qui avait idée de, là où se trouve son intérêt et qui est généralement ailleurs que dans ses soirées à regarder des séries B de Netflix qui ne touchent pas à grand chose de la réalité. Et si cette population, si on avait ça en fait dans le débat public, il y a beaucoup, beaucoup de propagande qui, terminerait, comme, de la pluie qui ruisselle sur nos épaules, je pense. oui, tout à fait, mais là, tu prends mon exemple, sauf que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Chine, je suis sinophone, j'ai étudié la civilisation chinoise, la culture chinoise et le terrain, chinois. Donc moi, j'ai une connaissance plus accrue de ce qu'il se passe en Chine, contrairement à la majorité des gens. Bien sûr, Il y a un problème évidemment hem, qui est de l'ordre mmh, communautaire, c'est-à-dire que les Ouïghours ah étant mais la on va pas majorité mmh musulmane, tu mh, vois? Il y a le problème également de la communauté des croyants, la Oumma, qui fait que précisément tout musulman à qui on raconte qu'un peuple, ayant la même religion qu'eux est persécuté, va se sentir concerné et peu importe ce qu'on dira, croira, ce qu'on leur racontera, tant que ça va dans le après sens de l'oppression. ouais, enfin, c'est là que la question de la raison est essentielle. Enfin, la question du raisonnement, en tout cas, et de la tête froide, heu et une question d'éducation qui est fondamentale. Juste pour, Je parle si des on musulmans en Occident par ailleurs, parce que la plupart des pays musulmans ne condamnent pas la Chine, et il y a des ambassadeurs de pays musulmans qui sont allés justement, au Xinjiang et qui ont, vérifié par eux-mêmes s'il y avait vraiment des mmh mh. persécutions et ils se sont Mmh. eux-mêmes exprimés, justement en disant que c'était des mensonges. Voilà. Mmh. Ouais, tout à fait. Désolé d'avoir monopolisé la parole. Non, non, non. Ouais, c'est important. est-ce que je peux préciser une chose, Rémi?
En 2-2, ouais. Bah, en fait, j'ai la même version que toi, cher ami Garcia, mais en fait, il se trouve que je ne suis ni sinophone ni ouïghourophone. C'est juste que, en fait, j'avais trouvé une faille dans le raisonnement de la presse. Justement, en fait, je lisais un article de presse où Adrien Zenz était un chercheur honteusement attaqué et diffamé par la Chine et que la Chine prenait prétexte de son fondamentalisme religieux pour l'attaquer. Et je me suis dit, ouais, bah, j'aurais bien aimé savoir ça 3 ans plus tôt et pas attendre que la Chine l'attaque pour le savoir. J'aurais aimé être prévenu plus tôt et c'est à partir de ce moment-là que j'ai tiré sur la pelote de laine comme un chat et puis au bout d'un moment, je suis arrivé à l'autre bout, quoi. Oui, sachant Ah, que ce n'est pas qu'un voilà. fondamentaliste religieux, Ouais. c'est quelqu'un qui est farouchement antisémite et qui écrit dans ses bouquins que les juifs ne se convertissant pas à son évangélisme d'extrême droite brûleraient. En France, ça Ouais. passerait pas, il serait directement devant la 17e. Et comment dirais-je? Juste, on a d'autres trucs à Il voir. justifie son combat. Juste, je termine juste ça et après je me tais, promis. Mmh. Et il le dit lui-même, qu'il est envoyé, par Dieu, et qu'il a eu une révélation lui disant de combattre la Chine et de mener une croisade contre cette dernière. Voilà, je suis désolé, j'arrête de Il je parle il trop. en fait une affaire très personnelle, quoi. Tout à fait. Il y a l'article là que Benjamin a mis en lien dans le chat. Il y a 2 choses, qui réapparaissent, dans les questions. En tout cas, il y a 2 choses qui semblent être quand même, là, qui serait intéressant que tu puisses nous dire, Sacha. C'est la question, de Hong Kong, et la question du crédit social. Question de voilà, qu'est-ce que nous on a comme bruit de fond dans les médias français occidentaux. Ce serait quand même super intéressant d'avoir ton point de vue, Sacha, mais quand même avec le fait qu'il y a la réalité des choses, heu, aussi. Ouais, sur Hong Kong d'abord. Bah, alors Hong Kong, c'était tout un symbole, avant la crise, hein. Hong Kong, c'était le mariage, réussi, entre, le monde, la culture asiatique, chinoise et le monde occidental en apparence. Heu et la révolution des parapluies jaunes a montré, que, on était au bord du divorce dans ce mariage et a révélé, une société, complètement, divisée et qui m'a ouvert les yeux sur, les influences, britanniques, ou anglo-saxonnes, sur les jeunes, hongkongais et qui questionnait, vraiment, la compatibilité, de la culture, chinoise et anglo-saxonne ou occidentale, de manière plus générale. Donc cette crise pour moi, c'était vraiment un déchirement, un de plus, puisque, voilà, je suis le produit, moi-même d'une culture occidentale et chinoise et Hong Kong, c'était un point de connexion, de d'émulation, d'hybridation, heureuse et malheureusement, il y a eu alors, encore, c'est un peu la même chose que sur le Xinjiang. On a vu, une posture occidentale vraiment ancrée sur, les principes de démocratie, de liberté d'expression, en opposition à, une soi-disant oppression, chinoise, qui d'ailleurs ne ne s'est jamais, vérifiée. Heu et les il y a eu heu, ce total décalage entre, la présentation, de militants, de manifestants pacifistes, heu alors que sur les réseaux sociaux, on voyait que, c'est parmi ces manifestants, les plus, motivés
était d'une violence extrême, voire d'un racisme, heu, à l'égard, de la Chine, des Chinois, continentaux. Parce qu'il y avait, une forme d'identité, hongkongaise, heu britanno-hongkongaise qui a semble-t-il germé, dans la tête, des jeunes manifestants, heu et qui était totalement incompatible avec cette rétrocession de cette ancienne colonie britannique, arrachée, pour faire du trafic d'opium, pour droguer, les Chinois du continentaux, heu, leur vendre de l'opium en échange de marchandises, commerciales. Heu Ça a été, vraiment une déception, extraordinaire. C'est comme si on avait laissé, heu heu, on avait mis, on avait confié des enfants à une famille d'accueil anglaise. On a confié ces enfants chinois à une famille d'accueil, anglaise et 100 ans après, ces enfants, méprisent et crachent sur, en tout cas montrent une haine farouche, face, à leurs parents, biologiques. Donc c'était, on peut le voir comme ça, mais il y a bien sûr des détails, heu puisque la population, des jeunes de Hong Kong n'est pas, à 100 chinoise. Il y a beaucoup d'asiatiques d'Asie du Sud-Est qui constituent la population de Hong Kong et d'ailleurs les leaders de la contestation ont raison de dire qu'ils ne sont pas chinois puisqu'ils sont d'origine vietnamienne, comme, Joshua Du coup, Wong. mmh Voilà donc peut-être, On a quelqu'un beaucoup veut documenté intervenir? sur l'appui, du, National Endowment of, Democracy for Democracy, américain, que ce soit à Hong Kong ou à Taïwan et le fait qu'il y ait, eu des appuis, diplomatiques, directs, américains et britanniques en soutien à ces mouvements, quoi, sur place. Il y a eu des choses qui quand même été, de l'ingérence, pure et dure. Oui, alors sur Hem, les en c'est pas il y a des enjeux énormes, qui motivent, l'intervention, américaine, la NED, qui a financé ouvertement, des partis, pro-démocrates, à Hong Kong, qui a financé, Jimmy Lai, le patron d'Apple Daily, et qui indirectement finançait les manifestants. Donc sur les enjeux, évidemment, Hong Kong, c'est le paradis fiscal, heu, anglais, pour éviter de payer des taxes et s'enrichir, sur le commerce avec la Chine. Et bien sûr que, heu, derrière les slogans de démocratie, il y a aussi des intérêts, économiques, heu heu qui auraient pu qui vont et qui qui vont disparaître. En tout cas, les puissances occidentales craignaient de voir leurs privilèges dans ce paradis fiscal disparaître, avec la rétrocession et le retour aux manettes, du parti, du gouvernement chinois. Donc, évidemment, avec du recul, on peut dire que, ces manifestants ont été manipulés, sur des idéaux, de démocratie, de liberté, mais, pour défendre des intérêts qui étaient, beaucoup plus, terre à terre, et c'est un peu le le même schéma qu'on retrouve, mmh sur mh. tous les terrains de guerre. Mmh mh. Hem, pour continuer, peut-être qu'on terminera avec, enfin, il y a c ouais, je pense qu'on va terminer cette question de, hem, cet écart culturel qu'il peut y avoir entre la France et la Chine et en ça, c'est
précieux que tu sois là et notamment, il y a cette question donc de la démocratie et de l'autoritarisme avec, tout le discours là de Biden et toute la volonté, qu'il a d'unir les grandes démocraties du monde contre les pouvoirs, autoritaires, qui est enfin, c'est une préparation à la guerre, hein. C'est quand on fait des clans comme ça, c'est pas autre chose. Et donc, comment toi qui as un pied, en France, qui a une idée de ce qu'est la Chine, c'est quoi le crédit social? C'est quoi ce système? Hem, Mmh, quel est le but? Quelle est la légitimité? Quelle est, alors le crédit social, c'est toujours en phase expérimentale. Concrètement, c'est en phase expérimentale. Tous les reportages qu'on a pu voir, heu, sur le crédit social où, des gens expliquaient: «Voici, alors si on fait ça, on a des points en moins, si on fait ci, on a des points en plus», heu sont, le fait de, l'expérimentation, de différentes expérimentations sur le territoire chinois où chaque province, teste, ses propres solutions pour, heu, gérer et puis améliorer le niveau de civilité, de civisme, de la population. Parce qu'il faut admettre qu'il y a des soucis en termes de vie, de cohabitation dans les zones urbaines qui est un phénomène nouveau en Chine et on a beaucoup, voilà de gens de culture, rurale qui, ont un comportement qui peut paraître choquant, en ville. C'est-à-dire qui se baladent, le ventre à l'air, qui crachent, qui traversent n'importe comment, ils sont pas habitués. Donc heu le système, de crédit social peut être un très grand, moteur, heu, d'incitation à la population à plus surveiller ses comportements et puis à se civiliser. Parce les qu'il amendes, est, ça marche très bien. c'est-à-dire? Bah, les sanctions financières, je veux dire, tu grilles un stop, tu te prends, 135 € ou tu perds ton permis, c'est efficace. Sans forcément être, marqué pour, un Alors, temps bien plus long. je sais pas si c'est déjà automatisé. Heu on on vous fait du shaming, si on traverse mal, il y a des caméras partout, on met votre tête, mais c'est pas forcément relié à une reconnaissance faciale et à votre compte bancaire. En tout cas Ah j'ai justement, jamais vu ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, les personnes qui sont fugitives, qui n'ont pas payé, une amende ou qui ont été condamnés, qui ne payent pas ou qui ne respectent pas les sanctions, heu, comme, en Chine, lorsqu'on prend le train ou l'avion, on est obligé de montrer une pièce d'identité. Oui, ceux-là, on peut les bannir et ça pourrit la vie des gens et ça les incite à respecter, leurs devoirs. Mais ça, c'est pas du crédit social. C'est, tout simplement une sanction, suite à, un non-respect, heu, de la loi. Pour moi, le crédit social, heu, j'avais vu un reportage, je sais plus sur quelle émission en France, avec plein d'effets spéciaux. Il montrait le score. Ce score, heu, j'ai regardé, c'est un score d'une entreprise privée de crédit, de microcrédit. Et effectivement, la personne avait un score, savoir, quel taux il allait avoir, heu selon qu'il remboursait ou non ses échéances. le Heu, système américain. ça c'est un système qui existe, partout,
partout. Je veux dire, c'est pas différent de votre notation sur Google où on est noté. Alors, on peut dire que c'est une forme de crédit social. Si on est mal noté, on aura moins de clients. Si on est bien noté, on aura plus de clients, de visibilité, etc. Euh, je pense que cette phase d'expérimentation va néanmoins aboutir euh, et va être utilisée à terme. Euh, ce qui peut faire peur à énormément à tous les gens qui sont contre les caméras parce que ça touche à l'intimité. Ça, parce les Chinois n'ont aucun problème à être filmés lorsqu'ils sont dans la rue. C'est un espace public et ils ne sont pas censés être cachés lorsqu'ils sont dans l'espace public. Donc, c'est une première étape, mais je pense qu'à terme, les décisions vont être prises en fonction de cette phase d'expérimentation et je ne crois pas du tout à la société orwellienne, mais ça pourrait être le fait que tous les Chinois aient accès à l'internet et que l'anonymat soit quasiment interdit va faciliter euh, toutes les opérations quotidiennes de paiement, d'accès à des lieux, etc. Euh, et une grande majorité des Chinois, alors ça c'est une spécificité de la société chinoise, n'y voit, n'y voit pas d'inconvénient parce qu'il y a cette forme de confiance dans le gouvernement et sa gestion du pays. Il y a une idée aussi sur il y a un lien entre l'identité numérique des gens et aussi la démocratie. Parce que on le voit en Occident, l'idée d'une euh, gouvernance assistée par le big data, l'exploitation des big data, euh, est en train d'être débattue. C'est-à-dire, on va intégrer dans le thème de prise de décision politique les données récoltées sur les habitudes des gens. Sur ce point-là, la Chine est en avance sur la récolte de big data, sur les habitudes des gens. Et je pense que ça va être pris en compte dans une innovation de gouvernance appuyée, qui s'appuie sur le big data et qui peut être une forme pas dire de démocratie, mais d'optimisation de la vie sociale dans le grand intérêt du plus grand nombre. Je ne sais pas ce qui va être pondu encore, mais aujourd'hui, on en est au stade en Chine de l'expérimentation et en France, Mmh. en Occident, du fantasme. Il y avait Christine qui avait une question, là, elle est plus sur le vocal, mais elle m'avait posé la question, c'était, est-ce que, il y a une différence entre le rêve chinois et le rêve français? Le je sais pas ce que c'est que le rêve français. Ouais, Est-ce que c'est bah, tu vois, l'universalisme? ouais, mais tu vois, par exemple, est-ce que les Chinois sont intéressés à la vision démocratique, qu'il peut y avoir ici, ou est-ce que, Est-ce que le rêve français, c'est la l'ambition que démocratie? je crois pas que, Oui, pas que. mais aussi quand même, hein. Bah, il y a une convergence dans le caractère universaliste euh, de, de la vision française du monde, c'est-à-dire la France défend des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Euh, qui n'est pas d'accord? Euh, mais aussi là où ça diverge, c'est que pour atteindre ce moyen, on passe forcément par euh, la démocratie, par un style de vie bien spécifique. Et la Chine, je crois
veut se démarquer, veut montrer quand même une indépendance vis-à-vis des vieux modèles. On a vu le modèle, du rêve américain de consommation, d'expansion, impérialiste, qui ont tous leurs limites. Et même la démocratie aujourd'hui, voit, ses limites, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. La démocratie va mal avec, un grand taux d'abstention et cetera. Société qui, se 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 droitise. On vote, on même le vote n'est pas toujours respecté. On se rappelle du traité de Maastricht où plusieurs pays ont refusé, mais il y a quand même contraint. Donc heu, la démocratie est vraiment en question, est vraiment remise en cause, si on veut être honnête. Ouais, Et la carrément, ouais, Chine, puis tu mmh ouais, et je crois que le rêve chinois, pour le coup, rejoint une forme d'universalisme, comme je disais tout à l'heure, dans le destin commun de l'humanité. Et d'ailleurs, ça a été, fait, évoqué tout le long de l'histoire, heu, dans la culture, chinoise par, la philosophie du Tianxia ou, du Shijie Datong, c'est-à-dire, le le Datong, c'est, l'idée que, l'humanité, est entièrement connectée. Donc, il y a vraiment une vision, chinoise qui, pour le coup, n'est pas chinoise. C'est une vision vraiment humanitaire. D'ailleurs, c'était le slogan des JO de Pékin, c'était: «Un monde, un rêve». C'est très inclusif, heu et ça, c'est un privilège aujourd'hui, heu, qu'ont les Chinois dans leurs ressources et leur capacité à, exécuter, ou en tout cas à s'engager dans cette direction. Parce que les solutions pour 1,4 milliard de personnes, peuvent s'appliquer au monde. Et en cela, la différence, est autant, dans les capacités de la Chine à pouvoir s'engager dans cette voie. La France a moins de capacités. Et le modèle français d'universalisme, c'est quand même, du colonialisme, c'est quand même de l'assimilation, c'est quand même violent. Alors que la Chine a une vision, globale, inclusive, dont les valeurs sont inscrites dans le projet des nouvelles routes de la soie, qui sont, le respect total, absolu de la souveraineté, le l'aspect, gagnant-gagnant, heu et une vision multipolaire, en quelque sorte. Il n'y a pas une volonté de phagocyter, son voisin. Il y a une volonté de coopérer et de se développer mutuellement. Donc En France, c'est quand même il y a eu une histoire universaliste, qui n'était pas, salafiste, disons, qui n'était pas à vouloir supprimer, les différences, pour arriver à uniformiser, mais qui était, universaliste dans ce bon sens. C'est tout le défi à faire émerger. Peut-être qu'on va, essayer on va peut-être conclure la partie, conférence. Et je sais pas si tu notamment là, cette question, toi qui est engagé, avec la diaspora, ici, comment tu vois en fait, ce que les Chinois résidant en France peuvent faire en fait? Heu et qu'est-ce que ceux qui ne sont pas Chinois résidant en France peuvent, penser pouvoir être le rôle de cette diaspora en France pour les temps qui arrivent? ouais, on redescend un peu sur terre, on revient un peu plus sur le On peut garder local. la tête dans les étoiles, on peut garder la tête Ouais, très haute. ouais, ouais, on n'est pas parti sur Mars encore. Oui, alors là, c'est un grand message
qu'il faut lancer et que j'arrête pas de lancer aux aux jeunes, aux jeunes générations, pas que, franco-chinoises, mais aussi, je l'espère, toucher, toute cette génération, heu, qui est, confrontée à aujourd'hui, qui on est tous sur le même bateau, pris dans le piège de Thucydide et Explique. j'explique le piège de Thucydide. Ouais, Ça fait référence aux guerres du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, heu et qui en gros, heu, c'est une règle presque, historique qui fait qu'une puissance hégémonique va toujours vouloir agresser ou contenir une puissance émergente qui peut la dépasser. On est exactement dans ce cas de figure entre la Chine et les États-Unis et donc les États-Unis ont déclenché toutes sortes de mécanismes de défense de leur, statut, hégémonique, heu, dont on a vu les manifestations à Hong Kong, Xinjiang, à Taïwan. En fait, tout ce qui peut enquiquiner, et enrayer, le développement de la Chine, les États-Unis vont soutenir et donc ce qui engendre évidemment au niveau local, heu du racisme, à l'égard, des Chinois et qui se traduit par un racisme asiatique où le péril jaune, voilà, revient en force et c'est là où la jeune génération doit, prendre conscience dans, l'engrenage d'ingénierie sociale, dans lequel elle est prise. C'est-à-dire que moi, je vois souvent des jeunes militants antiracistes qui qui militent, mais sans comprendre la source de ce racisme. Elle est bien entendu, géopolitique. C'est-à-dire que la Chine et l'Europe, par exemple, ou la France, ne sont pas dans le même camp géostratégique. Il y aura des frictions, au niveau, diplomatique, qui vont se traduire par, un dénigrement, une méfiance, et qui va déteindre sur, heu, les asiatiques, en France. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces conflits, géostratégiques, il y aura du racisme. Donc il faut comprendre il vaut mieux, couper le mal à sa source plutôt qu'essayer de mettre des sparadraps à chaque fois qu'il y a une agression ou une insulte. Heu, donc en prenant conscience de ça, il faut que les jeunes militent pour une coopération. Il faut soutenir tous les projets de coopération parce que c'est la seule solution, c'est la seule issue pour, pour l'avenir et tant que ce ne sera pas le cas, on subira toute cet opprobre, qui sera jeté sur, le camp, d'en face. Et peut-être demain, si un nationalisme, chinois, émerge, eh bien ce seront au tour des Français ou des Occidentaux, en Asie de subir, toutes, les remontrances, et la méfiance, des Chinois. Donc ça n'est pas une situation, souhaitable. C'est cependant inévitable. C'est une phase de transition qui va décider, dans un avenir, à moyen terme, de l'avenir, du monde. Il y a un senti Moi j'ai un sentiment d'urgence, parce qu'on n'a pas 36 occasions. Ce n'est pas, souvent que dans l'histoire de l'humanité, on atteint une situation, aussi critique, qu'actuellement où, heu, les on craint une surpopulation ou une pénurie des ressources, pétrolières, en eau, heu, une puissance militaire
jamais vues. Et donc là, comme disait, je crois que c'est Einstein qui avait fait une métaphore. Il disait, il ne sait pas quand se passera la troisième guerre mondiale, mais il sait que la quatrième guerre mondiale, elle se fera avec des bâtons et des cailloux, parce que avec les puissances militaires en présence, une guerre mondiale renverrait le monde entier à l'âge de pierre. Et là, c'est la survie même de l'humanité qui est en question. Donc je vais un peu à l'extrême, c'est un tableau très noir, mais on peut très vite y arriver si on n'accède pas à des sources d'énergie renouvelables et durables. Donc on a atteint le niveau technologique pour accéder à une civilisation planétaire durable. C'est maintenant ou jamais. Donc on n'a pas, c'est pour ça que beaucoup d'analystes, de scientifiques disent que les 100 prochaines années se joue l'avenir de l'humanité. Soit on se tape dessus et on revient à l'âge de pierre, ou alors on épuise toutes les ressources sans s'être donné les capacités d'accéder à des ressources renouvelables, soit on coopère, on fait la paix, on adopte la philosophie du Tianxia, c'est-à-dire qu'on est tous sous le même ciel, on est tous sur le même bateau, qu'on arrête la pensée du jeu à somme nulle et qu'on change de paradigme. Donc c'est le défi qui est en face de nous aujourd'hui. Donc c'est un peu vertigineux de penser à tout ça et de se positionner dans cette échéance cruciale. Mais pourtant, c'est bien le défi qui est devant nous. Et je pense La que réalité. la Chine l'a bien compris. La Chine Mmh. en a conscience et elle a vécu des hauts, des bas. Heu, Aujourd'hui, elle a les moyens. On la suit. Si on la suit, on ira beaucoup plus vite. L'humanité ira beaucoup plus vite. Il faut célébrer, l'émergence d'une puissance qui est a priori pacifiste, qui le dit, qui ressemble à une puissance pacifique et on a de l'autre côté des gens qui pensent toujours à court terme, qui font élire, des dirigeants, qui n'ont, que des intérêts à court terme. Le C'est monde est vraiment clivé là. ouais. C'est Heu, là que la Chine Plus peut pas faire notre boulot à notre place, hein. peut pas décider à notre place de faire ce choix. Oui, bah, la Chine peut pas Ouais. faire la peut pas changer la politique française, à notre place. Et c'est là le grand danger, c'est qu'il y a pas besoin d'être 2 pour qu'une guerre se déclenche, quoi. Il suffit qu'ici, en Occident, il y a encore trop cette volonté, de mener à un conflit, d'être prêt à un conflit pour qu'on y aboutisse. Je sais pas s'il y a une chose que tu tiens à dire en conclusion, une chose que tu aurais pas pu aborder ou que tu aimerais, amener pour la conclusion? Ma conclusion, nos auditeurs, bah, je dis, bravo, et merci d'avoir supporté, écouté, mon point de vue. Je suis pas omniscient et C'est nous qui te j'espère remercions. qu'on a besoin de vraiment de toute la lucidité, de la bonne volonté, des gens. Heu, on n'y arrivera pas, tout seul et comme on vient de le dire, il faut que ça soit une prise de conscience, heu, générale et je souhaite à tout le monde, heu, d'avoir, la force et le courage, l'intégrité, de faire, le choix de la coopération et je félicite, d'ailleurs le parti, heu et les lignes de solidarité et progrès qui, je pense, se préoccupent des vrais problèmes fondamentaux, au-delà
des intérêts nationaux. Je pense que c'est le point fort et aussi le point faible de ce groupe, c'est qu'il se préoccupe beaucoup plus de l'humanité plutôt que d'une nation en particulier. Donc forcément, on a beaucoup plus de mal à convaincre et à rallier des gens, mais ceux qui sont ralliés, je pense que ce sont des gens intelligents et de qualité. C'est ce que disait Voilà. Jaurès. Jaurès disait un peu d'internationalisme éloigne de la nation, beaucoup d'internationalisme en rapproche. C'est que si Oui, vraiment on veut aujourd'hui changer le monde, on a absolument besoin d'avoir une nation qui tienne debout. Mais en tout cas, enfin, merci à toi, hein. Merci à toi, merci Sacha merci d'avoir Rémi. Ouais, accepté et l'invitation. aux autres intervenants, je me sens, pour une des premières fois, j'ai pas eu de contradicteur. Alors Mais en tout c'était cas, très bien. donc là, en tout cas, pour la suite, ceux qui veulent, continuer à discuter, on pourra passer dans les salons vocaux en dessous. Que je voulais quand même signaler parce que, ce que Sacha a signalé comme étant la situation de risque, d'effondrement de notre civilisation parce que, voilà, on n'est pas foutu en Occident aujourd'hui de préparer les générations à venir. On n'est pas foutu de soigner les gens en ayant suffisamment d'hôpitaux et le risque de guerre est une réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des alternatives, que, le système financier peut être changé, que, nous, en tant que citoyens, on a 2 bras, on a un cerveau et une grande gueule, donc il faut s'en servir. Et pour ce faire, on a différents, rendez-vous à vous donner. Samedi, il y a la manifestation en soutien des soignants, qui a lieu à Paris. On y sera. Si, vous voulez, nous rejoindre, vous nous le dites là dans le chat, n'importe où, vous nous le dites, on s'organisera. Donc samedi après-midi. Le 12 juin, on organise, une journée d'action contre le chantage à la dette et justement quand on parle de dette, il faut entendre, chantage des milieux financiers sur les politiques publiques. C'est rien d'autre que ça. Donc, et on va amener une action avec, d'autres organisations de gilets jaunes, de citoyens. Donc ça, c'est le 12 juin et pour ce qui est de Discord, dimanche prochain à 18h, on continue nos lectures, notre étude justement de Jean Jaurès qui, a été capable en fait d'empêcher la Première Guerre mondiale et c'est pour ça qu'il a été buté, qu'il a subi une propagande, de calomnie et que des gens ont fait en sorte qu'il soit assassiné. Mais donc, quand il y a plusieurs Jaurès, et ben ça peut marcher que d'empêcher les guerres. Donc ça, c'est dimanche prochain et la semaine prochaine, mercredi soir, on diffusera en fait en avant-première, la nouvelle vidéo, de Faut vraiment que vous compreniez, avec, Benoît Odile, qui sera sur la question de comment aujourd'hui, le combat contre le CO2 qui est poussé par, le Great Reset, les milieux financiers et bon nombre de nos dirigeants est sur le point de, organiser un génocide à l'échelle internationale. Il suffit d'imaginer que l'on arrête aujourd'hui de financer la construction des centrales à charbon, à gaz en Afrique, en Asie et cetera. Ça a des conséquences extrêmement lourdes. Donc voilà pour les prochains rendez-vous qu'on vous donne. Merci encore, Sacha et merci à tous. Ouais, merci à tous. Merci Rémi.